Très chers amis, bonjour et bienvenue sur la saga des jeux, aujourd'hui avec Axel, et on va se faire une nouvelle petite preview d'FFG concernant le prochain héros, dont la sortie, comme vous pouvez le voir ici, sera prévue en avril, et il est bien sûr question de Silk, alias Cindy Moon. Donc pour faire un petit topo sur le fluff, sur le lore, c'est tout simplement une amie de Peter Parker qui, lors de leur sortie scolaire dans un labo scientifique, se font piquer par la même araignée. Et donc, la petite Cindy Moon chope plus ou moins les mêmes pouvoirs que Peter Parker, à quelques détails près qu'on verra peut-être plus tard. Et voilà. Et devient donc une Web Warrior. Malheureusement, comme elle est la cible d'un des héritiers, Morlun en particulier, qui sera d'ailleurs sa némésis, on verra ça après, ou en fait on peut même le voir tout de suite. Voici, au dos du pack, on sait donc déjà que ce sera le Morlun, sa némésis. Eh bien, ce très cher héros va devoir passer quelques années planqué dans un bunker pour ne pas se faire pourchasser. Et quand enfin elle va pouvoir sortir de son bunker, elle va tout simplement devenir une reporter luttant contre le crime en forme de Web Warrior alias Silk, aux côtés de Peter Parker principalement. Bon, je passe les détails, parce que si vous êtes vraiment intéressé par ça, il y a une tonne de bandes dessinées à aller chercher, de comics plutôt, que je vous invite à aller lire, notamment celle concernant le Spider-Verse. Alors on va commencer la petite analyse de ce nouveau personnage qui me vend quand même assez bien du rêve. Et donc, voici, on va agrandir un petit peu, hop. Cindy Moon, 3 de recovery, le trait génie, donc là on devine déjà qu'il y a pas mal de choses à faire. S'il y a plus de 4 cartes coincées sous cette carte, défausser toutes les cartes sauf 4. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'une fois qu'on aura 4 cartes coincées ici en dessous, dès qu'une nouvelle vient se rajouter, on doit choisir une des 5 présentes et la défausser, évidemment, dans la défausse prévue à cet effet. Alors elle a une action d'alter ego, défausser une carte coincée ici en dessous, piocher 2 cartes et c'est limité à une fois par round. Donc on voit quand même que piocher 2 cartes, c'est déjà une action d'alter ego qui est quand même très forte de base. Alors, une taille de main de 6, classique pour l'alter ego, 10 points de vie. Pour l'instant, ça ressemble assez fort au niveau des stats purs à ce qu'on aurait pu avoir avec Peter Parker. On va passer sur sa face héros. Silk. Et voilà. Alors, Silk, 1 de contre, 2 d'attaque, 3 de défense, donc même stat line que Peter Parker, alias Spider-Man. Le trait Web Warrior, évidemment. Par contre, on remarque qu'il manque le trait shield. Or, dans le fluff de ce personnage, elle travaille quand même beaucoup en accointance avec le shield. Il est donc quelque part dommage qu'elle ne l'ait pas. Surtout dans la vague des agents du shield, justement. Bon, on avait été prévenu que les designers voulaient principalement booster un petit peu chaque catégorie, chaque maison de super-héros, donc voici. Mais là, ça aurait été l'occasion d'en faire une Web Warrior Shield qu'on n'avait pas encore. Et ça aurait vraiment bien collé avec le fluff. Bon, peut-être dans une de ces améliorations, on ne sait pas, on verra plus tard. Alors, même chose que sur son alter ego, s'il y a plus de 4 cartes coincées ici en dessous, défausser toutes sauf 4 de ces cartes. Donc, en gros, on a une limite de 4 maximum, et dès qu'on a directement quelque chose en supplément, on doit en choisir et en enlever pour atteindre 4, même chose que donc l'alter ego. L'essence de Silk. Réponse. Après que vous ayez vaincu un sbire ou une manigance annexe, ou résolu une carte de traîtrise, coincez cette carte ici en dessous, au lieu de le défausser dans la pile de défausse. Alors ça nous dit plusieurs choses. Tout d'abord que donc avec son pouvoir natif ici, elle ne peut faire que les sbires, side scheme, donc les manigances annexes ou les traîtrises. Donc les attachements a priori via ce pouvoir-ci, non. D'autres cartes vont permettre de le faire par la suite, on verra ça plus tard.
Et alors aussi, il faut évidemment que ça atteigne d'abord la pile de défausse. Donc les side schemes, manigances annexes qui ont, ou même les héros, non du jus, les sbires qui ont une valeur de victoire, ne passent pas par la pile de défausse, donc ne peuvent pas être coincés en dessous de Silk. Taille de main de 5, point de vie de 10, donc assez classique. Alors, sa première carte d'action, boum, le Swinging Silk Kick. Petit clin d'œil, une fois de plus, au Swinging Web Kick de Peter Parker. Le même coup d'ailleurs, un coup de 3, donc c'est un événement. Aérien, attaque, super pouvoir. On va voir que le trait super pouvoir apparaît quand même fort régulièrement avec les cartes de Silk. Donc, opportunité d'utiliser à nouveau cette carte-ci, Deft Focus. Pour rappel, vous l'inclinez pour réduire le prochain super pouvoir que vous jouez de 1. Alors, hop, l'autre sens. Donc infliger 7 de dommages à un ennemi, donc 1 de moins que le Swinging Web Kick de Peter Parker. Vous pouvez défausser une carte coincée en dessous de Silk du même set de rencontres que l'ennemi, qui ont fait les dégâts bien évidemment, qui est visé. Si vous faites ainsi, eh bien l'attaque gagne occasionnera 2 dommages additionnels et gagnera le trait Overkill, dont j'ai oublié la traduction en français, mais donc qui permet de faire les dégâts excédentaires aux vilains. Je ne retombe plus sur le mot. Piétinement à Magic, vous savez bien. Et donc voilà. On peut déjà noter, comme d'habitude, que c'est la carte numéro 3 et numéro d'impression numéro 3, une icône physique. Donc voilà. On passe à la carte suivante. Hop. Le Wall Crawl. Wall Crawl, donc le fait de ramper sur les murs. C'est à nouveau un événement qui coûte 1, qui a le trait super pouvoir de nouveau, contre également. Action de héros contre, retirer 2 menaces d'une manigance. Donc un coup de 1 pour 2 menaces, ça revient, puisque cette carte-ci est jouée, plus la carte normalement défaussée pour permettre de la payer, ça revient à retirer une menace par carte défaussée de sa main. C'est plutôt faible. Par contre, choisissez ensuite une manigance. Donc ça peut être une manigance différente. Vous pouvez défausser une carte coincée en dessous de Silk du même set pour retirer 3 menaces supplémentaires, pour retirer 3 menaces de la manigance qui a été ainsi choisie. Évidemment, il faut de nouveau que ça concorde, donc que la carte qui soit coincée en dessous soit du même set de rencontres que la manigance dont on veut retirer les 3 menaces. Sur le papier, ça fait 1 pour 5, donc ça c'est très fort. Maintenant, il va falloir voir à quel point il va être facile ou non. Donc ça va être un petit peu casse-tête de se dire quelle carte je dois absolument garder sous Silk pour pouvoir contrer les manigances annexes les plus fortes. Ou tout simplement garder une carte sous Silk du vilain pour pouvoir contrer la manigance principale en payant 2/5, donc en payant 1. Voilà, ça me paraît à la fois fort et à la fois compliqué à gérer, et l'effet de base, lui, par contre, est assez mauvais. Ça aurait été 1 pour 3 et pouvoir retirer 2 menaces de la manigance choisie en retirant une carte coincée sous elle, ça m'aurait paru tout de suite, mais vraiment vachement meilleur, un bon cran au-dessus. Voilà, soit. Alors, on va quand même regarder un petit peu les cartes que j'ai déjà été, avant de continuer, à prendre de côté pour comparer. Donc tout d'abord, on a ici l'allié Silk, que l'on avait eu lors de la vague Web Warrior. Donc c'est bien elle, c'est la même, Cindy Moon. On voit à sa réponse
qu'on reste dans la même mécanique. Donc après que Silk étant... après que vous avez joué Silk depuis votre main, si vous contrôlez un autre Web Warrior, cherchez le set de rencontre pour une carte traîtrice et défaussez-la. Donc il y avait déjà cette espèce d'aspect de contrôle du deck de rencontre, puisque via son pouvoir, effectivement, ici présent, on va pouvoir choisir, c'est pas sur cette carte-ci, hop, c'est ici, hop, on va pouvoir choisir donc les cartes que l'on va coincer en dessous d'elle, puisque ce n'est absolument pas une réponse forcée, et donc se dire ok, tel sbire est vraiment une crasse à battre, on vient de le vaincre, enfin je viens moi de le finir, je le coince en dessous et il ne repartira plus jamais, puisqu'on a systématiquement le choix des cartes que l'on va retirer de dessous ce héros. Pareil évidemment avec les manigances, avec les attachements et ainsi de suite. Donc si vraiment il y a des cartes qui sont beaucoup trop puissantes et qu'on n'aime pas revoir, faire le tour du deck de rencontre et se reprendre en pleine face, on les coince ici une bonne fois pour toutes. Un petit peu à l'instar de la prison du Shield qui va sortir, donc la carte justice soutien, dont j'ai oublié le nom, le Raft, voilà, qui va sortir avec la prochaine boîte du Shield, des agents du Shield. Donc il y a cette idée quand même de contrôle qui est pas mal. Alors aussi nous avons un personnage, hop, on va revenir ici, qui a le trait génie. Donc qui dit trait génie dit bien évidemment la carte, cette carte-ci qui tout simplement donne de la ressource mentale qui en plus va être peut-être utile pour la suite. Fatalement, je reviens pas dessus, mais Moon Girl qui est vraiment excellente dès qu'on a un personnage qui a le trait génie pour faire tourner le deck beaucoup plus vite. Voilà, pour peu qu'on ait pas mal de ressources évidemment mentales, ça c'est toujours une des conditions aussi dans le deck, mais il y a vraiment moyen de faire tourner son deck beaucoup plus vite avec ces cartes-ci, tout en ayant un allié qui peut ne rien coûter et quand même faire le taf. Alors nous avons aussi évidemment un personnage qui est Web Warrior, donc qui dit Web Warrior dit toutes les combos Web Warrior déjà existantes, elle va parfaitement s'intégrer dedans. Donc déjà rien que la carte toile de la vie et de la destinée, qui est tout simplement gratuite avec elle, et qui fait que quand un personnage Web Warrior quitte le jeu, par quelque moyen que ce soit, on peut piocher une carte, ce qui avec elle va être évidemment intéressante. On a déjà vu donc l'intense concentration, un def focus, puisqu'elle a énormément de cartes super pouvoir, et vu sa statline de 3 en défense, on devine déjà que des cartes comme Unflappable, j'ai oublié la traduction, lui permettront à chaque fois qu'elle défend sans prendre de dégâts, de piocher une carte également. Donc on voit qu'il y a déjà pas mal de choses pour lesquelles ces stats de base la rendent tout simplement, où ça paraît obvious, sans regarder des combos spéciaux ou autres. Alors la prochaine carte que l'on a, c'est une manigance annexe de joueurs propres au personnage. Get the Scoop, allez rechercher le scoop. Qui rentre donc avec 4 menaces sur elle, pas par joueur, mais ça c'est fixe 4, qui a un coût de 0 également. Donc très facile à jouer, qui a une belle petite icône libre aussi, ce qui est toujours intéressant dans pas mal de combos possibles, et qui a 2 effets. Donc la première, c'est une action d'alter ego, inclinez votre identité, retirez 2 menaces d'ici. N'importe quel joueur peut faire cette capacité. Donc en gros, quand on joue en multi, les gens peuvent nous aider à la résoudre très vite. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'elle n'a pas de valeur de victoire. Ce qui signifie qu'on peut donc très facilement faire de la récursion avec cette carte-ci, d'autant plus avec la carte suivante que je vais vous montrer dans un instant. Par contre, l'effet lui est relativement, il n'est pas mauvais, mais il est relativement faible pour ce que ça coûte, puisqu'il faut quand même défausser la carte de sa main et la déposer. Ensuite, il faut quand même retirer 4 menaces, même si on a une facilité ici, puisqu'on peut même le faire en alter ego, certes. Mais bon, il faut quand même au moins 2 alter ego qui s'inclinent,
ou de héros qui s'inclinent, puisque c'est l'identité, mais non, c'est une action d'alter ego. Donc il faut au moins 2 alter ego qui s'inclinent, pardon. Tout ça pour le fait que Cindy Moon, le joueur qui incarne Cindy Moon, puisse regarder les 2 cartes du dessus du deck rencontre, en coincer une en dessous d'elle, et donc remettre l'autre au-dessus. Donc c'est de nouveau de la sonde, du contrôle de deck de rencontre pour vraiment retirer les grosses crasses et également permettre la mécanique de Cindy Moon de fonctionner, de Silk. Donc ce n'est pas mauvais du tout, mais par rapport au coût global, ce n'est pas non plus mirobolant. Par contre, le fait que ça va devenir récurrent assez facilement peut permettre un archétype justice où on casse les manigances annexes contre rémunération en quelque sorte, beaucoup plus intéressante tout de suite. Alors, les cartes qui vont nous permettre de jouer là-dessus. Bon, évidemment, on a déjà Skilled Investigator, donc investigateur chevronné. Vous vainquez une manigance, vous piochez une carte. Certes, mais ce n'est pas la seule. Hein. Bon, je ne les ai pas toutes sorties parce qu'il y en a quand même une quantité maintenant qui permet de tourner autour de cet archétype. Qui nécessitait d'ailleurs d'avoir la carte principalement, j'ai oublié le titre et je n'ai pas sorti, mais qui permet d'aller rechercher une manigance annexe de joueur dans le deck de rencontre, la mettre en jeu et puis piocher 3 cartes. Ici, il y a moyen de s'en passer du coup, puisqu'on a une carte de manigance avec laquelle on va pouvoir faire de la récursion, qui ne nous donne rien de négatif et qui, quand on la vainc, va nous donner quelque chose de positif, plus tous les effets des cartes qu'on aura pu poser sur elle, qui nous donneront des choses positives également. Donc ici, le suivi qui va nous permettre de faire 4 de dégâts à un ennemi. Également Turn the Tide qui va nous permettre de faire 3 de dégâts à un ennemi quand on retire la dernière manigance, menace d'une manigance. On va pouvoir aussi éventuellement être aidé à l'enlever plus facilement avec certaines cartes de support qui restent en jeu, comme le Beat Cop, qui va nous amener à la prochaine carte. Tout pour ça, qui va nous amener à la prochaine carte que je voulais vous montrer, qui est Tadin J. Jonah Jameson, qui pourrait être la némésis de Peter Parker, honnêtement, au niveau fluff, mais qui ici va être un soutien, qui coûte 3, qui a donc le trait personnage, qui a une action d'alter ego. Inclinez cette carte, recherchez dans votre deck ou votre pile de défausse pour Get the Scoop, donc la carte précédente que l'on a vue, et mettez-la en jeu. Donc le J. Jonah Jameson nous envoie en mission et nous permet d'avoir cette carte de manigance annexe de joueur qui revient en jeu, pour ainsi dire, quasi à chaque fois qu'on passe en alter ego. Et alors il a une action qui est ultra forte, je trouve, puisqu'elle est jouable aussi bien en alter ego qu'en héros. Inclinez-le pour retirer 2 menaces d'une manigance annexe. Donc déjà dans cette optique d'aller chercher des manigances annexes dans le deck de joueur ou dans le deck de rencontre, de mettre des améliorations dessus pour avoir des effets supplémentaires ou bien des événements comme Turn the Tide, et avoir J. Jonah Jameson qui nous permet déjà de nettoyer 2 de ces menaces, ça me paraît déjà être une très bonne option vers laquelle partir pour le deck building, aussi bien en solo d'ailleurs, que ce sera peut-être plus fort en solo, mais certaines manigances annexes étant finalement avec un seuil fixe de menaces placées sur elle au départ, eh bien retirer 2 menaces d'un coup, c'est assez énorme, je trouve. Très très bonne carte. J'aime beaucoup. Et donc ce n'est pas sans nous rappeler effectivement le Beat Cop, qui coûte le même prix mais qui a moins d'effets. On peut retirer évidemment une seule menace au lieu de 2 de n'importe quelle manigance, donc ça c'est quand même un tout petit peu plus fort, puisque c'est n'importe quelle manigance, mais par contre on n'a pas l'effet vraiment très très fort secondaire ici, d'aller rechercher, propre évidemment à Seal, d'aller rechercher cette manigance annexe-ci, et de faire de la récursion avec. Donc pour moi très intéressant. Ceci, hop.
Donc un coût de 3, c'est un soutien. J'avais oublié de dire qu'il y a une icône mentale sur la carte. Alors on passe aux améliorations. Nous avons donc la mémoire eidétique. Coup de 1, amélioration, de nouveaux super pouvoirs, donc raison de plus de remettre Deft Focus, intense concentration dans son deck. Le dessin est assez sympa aussi, sur lequel on peut voir Morlun qui rate son coup la deuxième fois, alors que la première fois il avait réussi à la lui mettre en pleine poire. D'où le fait que c'est mémoire eidétique, mémoire visuelle. C'est donc une carte d'amélioration qui a une interruption quand vous devriez révéler, enfin quand vous révélez une carte du même set de rencontres qu'une carte qui est coincée en dessous de votre identité. Et c'est une interruption, donc c'était aussi bien en héros qu'en alter ego. Incliner donc la mémoire eidétique et swapper, donc ça veut dire interchanger ces deux cartes, et ensuite révéler la carte qui avait été coincée sous Silk à la place. Sa moralité, ça veut dire que, par exemple, si vous avez vraiment peur, en fonction du type de jeu, vous jouez agression ou défense, et vous avez vraiment peur de vous ramasser une carte qui refait manigancer le vilain, et qui pourrait vous faire perdre au seuil de menace, eh bien, vous gardez une des cartes du même set de rencontres sous elle, et systématiquement, la moins forte possible, et systématiquement, vous allez pouvoir la remplacer. Du coup, si c'est une traîtrise, vous allez vous la prendre dans les dents, et à la résolution, vous allez pouvoir la remettre à nouveau ici en dessous, quitte à défausser la carte que vous venez de mettre ici en dessous, puisque vous les swappez. Donc ça veut dire que la première carte que vous révélez, vous la mettez en dessous de Silk, vous ressortez une carte qui est en dessous de Silk, de préférence la moins forte possible, que vous allez résoudre à la place, et à la fin de la résolution, si c'est une carte traîtrise, vous la remettez en dessous de Silk. Si c'est un sbire qui a par exemple 2 d'attaque, à la place d'un sbire, et il n'est pas précisé qu'on ne peut pas le faire avec les sbires élites, donc vous allez vous prendre un sbire élite vraiment très costaud, du même set qu'un sbire élite bien nul, eh bien vous allez à chaque fois les swapper, et vous allez à chaque fois en fait revaincre le sbire nul, le remettre ici en dessous, et placer éventuellement soit l'autre dans la défausse à la place, si vous aviez déjà atteint le seuil de 4, soit le garder en dessous, pour vraiment le garder en prison ad vitam, ou faire au mieux. Donc ça va demander quand même pas mal de torsion de cerveau. C'est un peu le tennis elbow du brain. Donc voilà. Mais ça promet quand même des choses assez intéressantes. Quand il y a pas mal de réflexions comme ça à faire autour d'une mécanique d'un personnage, comme ça a été le cas avec Domino par exemple, c'est toujours vraiment très jouissif à jouer. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'ailleurs? Hop, j'avais oublié de vous parler de Spider-Man Noir qui rentre donc de nouveau dans les mécaniques de Web Warrior et qui fait un petit peu la même chose finalement qu'elle, qui va aller rechercher des cartes et les coincer en dessous de lui, ce qui va ici augmenter uniquement donc son contre et son attaque, ce qui était relativement lent, à 3 points de vie, où il faut d'abord se prendre des cartes un bon moment dans la gueule avant de pouvoir les coincer ici en dessous et finalement le rendre plus fort. Voilà, mais par contre, si on part du principe que ça nous permet de coincer des cartes jusqu'à 7 cartes en dessous de ces deux personnages réunis, plus peut-être encore d'autres cartes jouables par la suite, ben, on voit que ça nous permet de sortir la plupart des cartes qui sont vraiment compliquées à gérer, et de ne plus avoir à gérer finalement que des cartes faciles par la suite. Donc c'est une grosse préparation à faire, un gros moment où il faut résister au deck jusqu'à ce qu'on soit débarrassé des plus grosses crasses, mais ensuite on va tout simplement rouler le vilain dans la farine. Enfin, je ne tombe plus sur l'expression exacte que je voulais sortir, mais ça va vraiment être... on va dormir dans la soie, voilà, puisque le personnage s'appelle Silk, et que Silk ça veut dire soie,
Petit jeu de mots complètement nul au passage. Si vous voulez la coter, n'hésitez pas. Moi, personnellement, je me coterai à 1 ou 2 sur 10, donc ne vous gênez pas pour le dire dans les commentaires, ça me fera bien rire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre encore d'intéressant à raconter que j'avais oublié? Poum, 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 poum. Ah oui, ça aussi. Le fait, évidemment, d'avoir un personnage qui peut sonder finalement, parce qu'en gros, on a un petit peu de sonde du deck de rencontre, eh bien des personnages comme Gambit vont être beaucoup plus intéressants tout de suite, puisqu'on sait ce qu'on va pouvoir lui coincer en dessous de lui. Donc encore une carte qu'on peut coincer de plus. Et qui va le rendre plus fort. Donc on voit aussi que si on arrive à rendre ces personnages plus ou moins immortels, à les réutiliser à plusieurs reprises, on garde les cartes coincées en dessous, et donc vraiment on se débarrasse des plus grosses crasses de plus en plus, et donc plus la partie avance, plus le jeu sera facile. Ici c'est juste parce qu'il est Web Warrior que je le ressors, et que à nouveau il va prendre des dégâts en fonction de ce qu'il y a au-dessus de la pile de rencontres des icônes, de la première carte au-dessus de la pile de rencontre quand on utilise son contre son attaque. Donc de nouveau pouvoir prévoir ce qui va sortir permet de faire un Voltron avec un personnage vraisemblablement qui ne partira jamais. Et la suite, ce sera après la prochaine carte. On passe à la carte suivante qui est également une amélioration, les griffes de l'araignée. Un coup de 2, à nouveau une amélioration donc, qui a ici le trait arme, donc il n'est pas sans nous rappeler certaines possibilités par ailleurs pour aller le rechercher plus facilement. Donc ça je peux peut-être montrer tout de suite, puisque je les avais sortis aussi. Hop. Donc tout simplement comme lock and load, voilà, c'est 2 de manigance, donc si vous jouez en solo, vous compterez une fois à 2, vous allez rechercher une arme d'un coup de 3 au moins et vous la mettez en jeu, à supposer que vous jouiez déjà avec un archétype arme comme le permettrait fusillade ou le fait d'avoir un canon à main, N-Canon, qui ressemble d'ailleurs à la carte qu'on va débriefer ici. Hop. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà, ça vous permet d'aller la rechercher plus facilement et de l'avoir en jeu. Alors, quelle est sa compétence, son action? Eh bien, c'est une interruption de héros. Quand Silk devrait faire une attaque de base, incliner les griffes de l'araignée. Pour cette attaque, elle gagne plus 1 d'attaque pour chaque carte coincée en dessous de Silk appartenant au même set de rencontres que le personnage attaqué. Ça fait beaucoup de blabla. Et ensuite, point. Le point est important. Cette attaque gagne perçant. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de base? Vous payez 2, vous avez une amélioration. Vous faites une attaque de base, vous l'inclinez et vous gagnez perçant. Ça, c'est déjà le truc de base. Donc, si vous êtes avec un tenace en face qui vous embête, déjà, première chose, vous utilisez ceci et vous vous débarrassez. Donc, en gros, déjà, ce que ça dit, c'est 2 points de vous payez 2, vous mettez cette amélioration et vous gagnez perçant, puisque la plupart du temps, ce n'est pas un personnage a priori qui va se redresser beaucoup. Encore que, parce que pour rappel, avec l'allié Spider-Man neutre des Web Warriors, il y a quand même moyen de faire de la récursion assez forte, mais enfin pas de la récursion, mais du redressement assez régulier, retapé, même on souhaite. De toute façon, ici, ça ne fonctionnera qu'une fois puisqu'il faut l'incliner. Donc ça, c'est la base, vous aurez perçant, ou une fois sur une attaque. Ensuite, en fonction de qui vous attaquez, et c'est là que cette mécanique de nouveau est intéressante, parce que qu'est-ce que je vais coincer sous Silk? J'ai droit à 4 cartes maximum. Est-ce que je veux me concentrer sur le vilain? Je prends 4 cartes du set de rencontre du vilain, je vais l'attaquer ici avec plus 4 et perçant. Autant dire que attaquer à 6 par tour, il y a moyen, si on rush le vilain, d'être vraiment sale, quoi. Il y a moyen vraiment de faire un décrush assez vilain, avec du coup de nouveau les tours. Oups. Voilà. Donc on peut se booster avec cette carte-ci également. Quand votre héros fait une attaque de base, inclinez-le, gagnez plus 2 et cette attaque gagne overkill.
Donc de nouveau en effectuant les attaques, les dégâts excédentaires sur le vilain. Donc voilà, à supposer qu'on a un vilain du même set, un sbire pardon, du même set de rencontre que le vilain, et qu'on se focalisait sur le fait de, comment dire, de rusher le vilain en aggro attaque, eh bien on peut incliner cette carte-ci ainsi que cette carte-ci. On a coincé 4 cartes en dessous du set principal de rencontre, donc on va avoir un plus 4, on va gagner perçant, via le N-Canon on va gagner plus 2 et débordement. Et donc on va gentiment faire une attaque à combien? Donc 1, 2, 6, 7, 8. On va faire une attaque à 8, perçant, débordement. Donc c'est quand même assez situationnel d'un côté, mais d'un autre, si vous rushez le vilain, bah, c'est ce que vous avez envie de faire, c'est que vous avez envie de vous débarrasser des quelques sbires un petit peu quand même gênants qui accéléreraient votre défaite, mais surtout de perpétuellement faire du dégât sur le vilain, donc ça le permettrait. Toujours dans le même ordre d'idée, ici, s'il y a vraiment un sbire gênant qui n'est pas du même set que les cartes qui ont été coincées en dessous de Silk, eh bien vous pouvez toujours incliner du coup votre arme qui ne vous servirait pas à grand chose en payant 2 pour faire 5 via la fusillade, ce qui potentiellement vous fait 3 cartes de plus à 2 pour 5 avec ces 3 cartes d'événement qu'on a déjà vu avant, le Swinging Silk Kick, qui peuvent potentiellement faire 7 à 9. On voit qu'on est dans un personnage qui peut aller chercher le rush relativement facilement, en tout cas en solo. Même si bien évidemment on a un personnage Web Warrior et on sait que les personnages Web Warrior excellent principalement dans 2 aspects qui sont la justice et la défense. Alors, carte suivante, hop, qui est à nouveau une amélioration. Un coup de 2 qui a de nouveau le trait super pouvoir, Spider Reflexes, donc les réflexes d'araignée, interruption de héros quand Silk défend. Incliner les réflexes d'araignée. Pour cette attaque, elle gagne plus 1 de défense pour chaque carte coincée sous elle du même set que le vilain attaquant. Donc de nouveau même principe. Ça demande de nouveau, donc comme j'expliquais déjà avant, une réflexion à quelle va être la source de dégâts qui va m'embêter le plus. Est-ce que ça va être si je joue en défense évidemment, parce que si je joue en attaque ça se discute d'une façon différente. À chaque fois les cartes qui vont être coincées sous elles vont vraiment, il va falloir, nécessiteront une réflexion en fonction de notre aspect, de l'aspect aussi du fait qu'on joue en solo ou en multijoueur, et également de ce qu'on veut faire tout simplement, et des sets de rencontres en face. Donc chaque configuration va à chaque fois nous amener à réfléchir, bon, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir sous elle? Ça c'est un personnage qui du coup va se jouer un tout petit peu différemment, va avoir un petit côté, un petit sel différent par personnage, par type de rencontre différente. Donc revenons-en à la carte ici. Pour cette attaque, elle gagne plus de défense pour chaque carte coincée en dessous d'elle du même type, du même set que le vilain qui l'attaque. Et ensuite coincer la carte du haut du set de rencontre. Oula, take the top card of the de la pile de défausse. Donc du set de rencontre sous Silk. Donc on sait ce qu'on va mettre en dessous quand on le déclenche. Donc ça c'est sympa. Du coup potentiellement ce sera à chaque fois ce sera la carte en fait de boost qu'aura eu le vilain. Si c'est le vilain qui nous attaque. Sinon justement si on... non, même en fait, même si c'est un des sbires, puisque de toute façon le vilain nous attaque en premier, sauf s'il est évidemment sonné, puis les sbires vont nous attaquer ensuite, donc même si on utilise ceci pour se défendre contre un sbire, c'est quand même la carte qui aurait été la carte de boost du vilain, que l'on va retrouver en dessous de Silk. Donc voilà. Je pense, si je ne dis pas de bêtises, que c'était la dernière carte dévoilée de son set, donc on va faire comme j'aime bien faire d'habitude. On va venir voir ce qu'on a en fonction des numéros d'impression des cartes. Donc tout d'abord on voit que la première carte qui est dévoilée c'est la carte du set numéro 3 qui a le numéro d'impression 3.
je ne dis pas de bêtises, j'ai quand même un doute. Gentiment retourner ici pour vérifier. Ouais, 3 et 3, c'est bien ça. Hop. Donc c'est le swinging webkick, ce qui nous laisse les deux premières, qui sont donc la carte d'impression, avec la carte d'impression numéro 2, qui est en fait vide. Aura-t-elle, ça c'est la question du coup, un allié signature? Donc ici Peter Parker, Spider-Man, logiquement, puisqu'on va le voir, elle a une carte de team-up avec celui-ci, on verra ça après. Bien rien n'est moins sûr, puisque pour rappel, eh bien, dans l'archétype Web Warrior, on a déjà un Spider-Man Peter Parker neutre, donc gris, basique, qui est en fait tellement bon qu'en avoir un ici nous empêcherait de le jouer et ce serait fortement dommage. Donc à mon avis, je pencherais plutôt pour le fait qu'elle n'a pas d'allié signature. Ce qui voudrait dire qu'on a 2 fois une carte ici, probablement d'événement, puisqu'on a déjà des soutiens des améliorations, une manigance annexe de joueurs ici présente. Donc ça peut être ça, ou éventuellement une ressource. Ça pourrait aussi être des alliés non uniques, hein, qui sait, des clones Peter Parker par exemple, puisqu'on sait qu'à un moment donné, on se baladait avec des Peter O'Reilly dans tous les sens. Mais bon, soit. Mais à mon avis, ce seront plutôt encore 2 événements. Ou en tout cas, un événement. Si jamais ils ont changé leur fusil d'épaule chez FFG et que pour nous noyer un petit peu, ils disent, allez, le swinging web kick, silk kick ici, on ne va pas mettre le premier des 3 qu'on est, mais par exemple le deuxième, ou... Ah, vous voyez bien, ça, c'est toujours une possibilité. Mais on va partir du principe qu'ils ne changent pas leur fusil d'épaule, et que donc on ne connaît pas la carte numéro 2 qu'on a ici en 2 fois. À mon avis, un événement. Ensuite, on a le swinging silk kick, qui a donc le numéro d'impression 3, ici donc, et qui est 3e du set. La carte suivante, c'est sa carte de contre, le wall crawl. J'oublie la traduction maintenant que j'avais donnée, donc le fait de ramper sur les murs, qui a la carte d'impression numéro 4, donc c'est bien la carte suivante, et qui a le numéro du set 6. Donc si c'est bien la première, à chaque fois qu'il y a des voilées par carte, par numéro d'impression, nous avons 3 cartes d'attaque qui coûtent 3 et qui fait 7 de dégâts minimum. Nous avons 2 cartes de contre ici qui coûtent 1 et qui fait donc 2 de contre, ou avec un bonus additionnel possible de 3 si on défausse une des cartes du même set, blablabla, comme vous avez compris si vous avez suivi le début de cette vidéo. Ensuite, la carte numéro 8, c'est Get de Scoop, donc sa manigance annexe de joueur, qui a donc le numéro d'impression 5, suivi d'une carte qui doit avoir le numéro d'impression 6, numéro de 7, 9, et dont on ne sait pas ce que c'est, probablement. Moi, je partirais plus sur un soutien. Mais qui fait quoi, ça, mystère. J'espère quand même qu'il y a une carte qui va lui donner un petit lien avec le shield. Ce serait bien, puisqu'elle a quand même travaillé énormément avec eux, et qu'on est dans la vague shield. Ce serait quand même vraiment dommage qu'il n'y ait pas moyen de lui donner le trait shield, ou d'une manière ou d'une autre, la faire interagir avec le shield. Bon, soit ça, on verra bien, mais j'imagine quand même, j'espère, je croise les doigts, qu'ils n'ont pas fait la bêtise de ne vraiment pas la mixer avec le shield. Pour moi, ce serait vraiment une hérésie. Donc, ensuite, le soutien J. Jonah Jameson, numéro d'impression 7, carte du set numéro 10, qui permet donc d'aller chercher Get de Scoop ou de gérer des manigances annexes plus facilement, beaucoup plus facilement même. Ensuite, nous avons les différentes améliorations que l'on a vues à la fin, donc la mémoire est idétique pour swapper les cartes que l'on rencontre avec les cartes qui sont en dessous de Silk, la griffe de l'araignée pour, qui est donc son arme qui permet d'infliger de bien plus lourds dégâts et de nez perçant, et enfin le reflet araignée, c'est bien, j'ai oublié un X, c'est beau comme ça, hop. Bon, j'ai un, je dis pas deux, t'es gentil. Donc les réflexes araignées, carte d'impression numéro 12, 15e du set, qui donc elle permet de se défendre et de jouer l'archétype défense parfaite comme un fou malade. Donc voilà, on voit qu'on a a priori, je dirais, un soutien
un événement et 2 améliorations que l'on ne connaît pas encore. Donc 4 cartes encore à découvrir. Alors, on va retourner ici pour les cartes, hop, qui n'ont pas encore été... Voilà, les cartes dévoilées dont on n'a pas encore parlé. Donc tout d'abord, nous avons... Donc on voit qu'elle vient avec l'aspect défensif, et on a un événement qui coûte 2, qui s'appelle « Arrête de te taper toi-même », qui a le trait « Attaque ». Réponse de héros, attaque après avoir défendu contre un ennemi et ne pas avoir pris de dégâts. Donc de nouveau l'archétype défense parfaite, ce qui est évidemment bien avec sa défense de 3. Où j'en étais, infliger un nombre de dégâts à cet ennemi égal à votre défense pour cette attaque. Alors je n'ai pas encore été vérifié, mais il me semble que ceci se résout avant, en quelque sorte, donc ça se passe à la fin de l'attaque du vilain, mais ça fait encore partie malgré tout de l'attaque. Ce qui signifie que la carte des griffes qui lui donne, pas des griffes, des réflexes de l'araignée qui lui donne un bonus de défense pour cette attaque, aurait encore le bonus effectif au moment de compter combien de dégâts on peut lui occasionner en fonction de la def. Donc on défend à 3, on a 4 cartes coincées en dessous de Silk, du set, du vilain de nouveau. On utilise cette carte-ci pour se défendre. Fatalement, on aura fait une défense sans une défense parfaite, on n'aura pas pris de dégâts. On paye 2 et on va gentiment lui faire les 3 de défense de base, plus 4 de défense, plus peut-être encore la veste. On arrive facilement à 8 de défense, on va lui faire 8 d'attaque. Voilà comment pour 2 on fait limite mieux qu'un swinging web kick en se défendant. Avec elle, ça me paraît très très fort, ainsi qu'avec tous les personnages évidemment qui peuvent booster leur défense bien haut. Alors, carte suivante. Ah oui, non, avant ça, je voulais comparer un petit peu avec... Hop, voici les quelques autres cartes un peu du même style que l'on a. Celle-ci qui est apparue avec Magneto, me semble-t-il, et qui permettait de... Magneto? Non, c'est pas Magneto. Je crois que c'était plutôt avec Nightcrawler, qui permettait de faire l'archétype retournement de situation, je pense, si je ne me trompe pas sur le nom. Donc, de vaincre un sbire pendant... Enfin, de vaincre un ennemi en fait pendant sa phase de défense afin de piocher des cartes. Et bien ici, la réponse était, après avoir défendu contre un minion, un sbire, et ne pas avoir pris de dommages, infliger lui 4 de dégâts. Cela coûtait 0, ça devait être joué en avance, en préventif, mais c'était d'office 4 de dégâts. Donc, bien moins bon en fonction du personnage utilisé que cette carte-ci, mais qui coûte beaucoup plus cher. Des personnages qui peuvent augmenter leur défense à fond, ce serait évidemment bien plus efficace. Les personnages qui ne peuvent pas le faire n'ont aucun intérêt du coup à jouer ceci et joueront plutôt cette carte-ci à la place. On a évidemment la carte qui vient de sortir il n'y a pas longtemps et qui s'en rapproche un peu plus puisque c'est une carte d'événement mais qui ne coûte que 1, qui a interruption de défense. Quand votre héros défend, il gagne plus 2, donc là il y a quand même un bonus défensif en plus. Si vous n'avez pas pris de dégâts de cette attaque, infligez 3 dégâts à l'ennemi attaquant. Ça commence à coûter cher si on a envie de jouer les 2 cartes en même temps, mais effectivement, là, il faut bien se dire que on augmente encore plus les chances avec Silk de faire une défense parfaite, déjà. En plus, on va faire 3 de dégâts. Donc, une fois mise en place, il faut cette carte-ci plus une carte pour la payer. Ça fait donc 2. Cette carte-ci plus 2 cartes pour la payer, ça fait donc 3. 3 plus 2, 5. On est en héros, on est sûr d'avoir une taille de main de 5. Si dans notre taille de main de 5, on a au moins ces 2 cartes-ci, et déjà les réflexes d'araignée en jeu, eh bien, potentiellement, on va faire énormément avec Silk, puisque comme je le disais, on est à 3, plus 4,
ça fait 7. Si on a la veste, on est déjà à 8. On va gentiment se donner hop, un boost de 2, on est donc à 10. Et on va encore venir faire 3 de dégâts ensuite. On va donc faire 13 de dégâts en utilisant toute sa main et en faisant une défense parfaite. Que ce boom. Alors, carte suivante. Scarlet Spider, alias Ben Reilly, qui nous revient avec une bien plus belle, je trouve, avec un graphisme bien plus joli, avec un coût bien moins élevé, évidemment uniquement en défense ici. Toujours le trait Web Warrior, donc il coûte 3, il a 5 points de vie, il a 1 de contre, 1 d'attaque. Les deux moyennant malheureusement 2 dégâts consécutifs, ce qui est quand même beaucoup par rapport au coût. Il est Web Warrior, il a une icône physique. Par contre son pouvoir va faire la différence, puisque interruption, quand un autre Web Warrior, personnage Web Warrior, donc même pas forcément ceux que nous on contrôle, mais n'importe quel à table, donc le personnage Web Warrior prend des dégâts, Scarlet Spider prend ses dégâts à la place. Donc c'est un peu l'équivalent d'un mur de glace que l'on va pouvoir gérer, que l'on va même pouvoir gérer quand on est en alter ego. Ce qui permet par exemple de faire plein de défenses, et ce qui pourrait bien se combiner avec l'autre Web Warrior en défense, UK Spider, là je pense, Spider UK plutôt, qui va faire des dégâts au personnage qu'il a attaqué en fonction du nombre de Web Warrior en jeu. Bien si jamais il prend quand même des dégâts, on peut finalement les mettre plutôt sur Scarlet Spider, et quand même donc déclencher l'effet de UK. C'est un petit peu comme si lui allait pouvoir défendre finalement plusieurs petits sbires à lui tout seul, ou tout simplement servir de mur de glace pour votre personnage chez les Web Warriors de base. Il n'est pas question aussi de prendre une attaque. C'est vraiment quand il doit prendre un dommage, donc ça permet en fait de venir soak les dégâts sur lui pour utiliser les autres personnages qui auraient des valeurs de contre ou d'attaque bien plus imposantes, ce qui permet de nouveau de faire plus ou moins Voltron, enfin soit. Et ce personnage là me semble super intéressant pour construire autour. Il y a vraiment moyen d'en faire quelque chose, et de base vous payez 3 pour un mur de glace de 5 pour votre personnage, déjà rien que ça, c'est violent, surtout que c'est déclenchable quand vous le souhaitez. Puisque c'est quand il devrait prendre n'importe quel montant de dommages, ça veut dire que vous les connaissez déjà. Vous savez si il va prendre un de dégâts, bah vous le prenez sur votre héros probablement, ou plutôt vous le prenez ici. Par contre, si vous voyez qu'en une attaque il va se prendre 5 et qu'il est encore à 5 et que vous n'allez pas le mettre sur lui, vous allez essayer de le mettre ailleurs pour le diminuer par exemple jusqu'à 1. Et ensuite, quand vous prenez une tatane à 10, vous mettez les 10 sur lui. Eh bien, c'est comme s'il avait... c'est comme si vous veniez de bloquer avec lui finalement. Donc il y a moyen de faire pas mal de choses. Notamment avec déjà 5 points de vie, il y a moyen de bloquer tout simplement l'attaque. Également aussi d'un vilain qui ne frappe pas trop fort de base pour éviter de se prendre 5 en une fois, comme le mur de glace. Et ensuite, vous allez décider en fonction de l'attaque qui arrive, je le mets sur lui ou pas. Voilà. C'est la gestion qu'il y a moyen d'effectuer autour de ce personnage des points de vie est énorme, je trouve. C'est vraiment une très très bonne carte. Et si on la compare au Scarlet Spider, qui d'ailleurs n'a pas le même nom en fait. C'est vrai ça. Tiens, donc on peut avoir les deux. Ah ah, ça je n'avais pas. Ok, donc ça c'est la version Ben Reilly. Donc en fait elle ne remplace pas. On peut avoir les deux. Ce sont donc bel et bien les deux, sont deux clones différents et qui portent le même nom. Donc voilà. Je pense que Kane ici c'est celui qui se transforme vraiment en araignée par la suite, qui chope 6 bras, qui devient beaucoup plus bestial. Et, enfin on souhaite. Donc je vais faire le comparatif pour dire pourquoi plutôt l'un que l'autre, mais en fait vous pouvez jouer les deux, donc ce que je m'apprêtais à dire ne sert à rien, je m'en rends compte. Juste pour rappeler ce que j'allais dire quand même, que donc voilà, on a un personnage ici qui coûte 4, qui a 1 de contre,
2 d'attaque, 4 points de vie, il faut un Web Warrior pour le jouer également. Et il avait une interruption qui permettait que quand on devait révéler une carte, on pouvait citer un type, et si on avait le type, on prenait un dégât et on pouvait piocher la carte. Ce qui en fait n'avait réellement d'intérêt, principalement que pour cette carte-ci. Spider Tingle, l'essence de l'araignée de nouveau, enfin je sais plus exactement la traduction, qui d'ailleurs est un super pouvoir, donc très intéressant aussi si vous jouez de nouveau avec Cindy Moon, Silk, puisque vous allez d'office mettre une intense concentration, ça paraît évident, et vous aviez la même interruption, donc vous pouviez choisir de faire d'abord celle-ci, pour vérifier quel type de carte on était censé piocher, et ensuite, en fonction du type de carte qu'on était censé piocher, eh bien vous allez pouvoir décider de mettre un point de dégâts à un Web Warrior que vous contrôlez, pour tout simplement annuler les effets une fois révélés donc la carte que vous venez de révéler, tout simplement. Donc pour rappel, le principe, c'était justement pour l'économiser un maximum de ne pas dire traîtrise, ou tout simplement de dire le type de carte qu'il y avait le moins dans le set de rencontre. Comme ça, en fait, vous pouviez tout simplement regarder ce que c'était, et si c'était le bon type, vous aviez ceci à utiliser, enfin que vous pouviez choisir de contrer facilement en faisant le dégât justement, pourquoi pas à Scarlet Spider. Et par contre, si vous ne pouviez pas le faire, eh bien à ce moment-là, et que vous tombiez juste, j'ai envie de dire limite c'est pas de bol, eh bien en contrepartie du point de vie perdu, vous piochiez quand même une carte. Donc voilà, pour un coup de 4, c'est pas... Le coup était peut-être un petit peu trop important par rapport à ce que ça permettait de faire. Mais bon, de nouveau, c'est du contrôle du deck de rencontre, donc malgré tout, surtout en multi, ça peut quand même être très fort. Bon, voilà. J'en reviens donc aux cartes que l'on dévoile ici. Et la prochaine carte est une carte d'amélioration coûtant 0, le bouclier énergétique, qui est à la fois item et tech. Donc pour l'instant, le terme item, ça nous intéresse surtout principalement avec Shopping Spree, donc la folie du shopping de Jubilee, mais pour une amélioration qui coûte 0, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus judicieux à aller chercher. Par contre, le type tech, ça, pour l'instant, il y a énormément de cartes qui jouent là-dessus, qui sortent. Bon, évidemment, c'est pas celle-ci qu'on va sacrifier avec Repurpose pour booster notre personnage, mais d'un autre côté, ça nous permet quand même de le sacrifier avec Repurpose juste pour le redresser et retaper à nouveau. Donc vu les améliorations que l'on a, par exemple Spider Reflex, réflexe de l'araignée où on va se faire une défense monstrueuse, eh bien une carte qui coûte 0, qu'on pourrait faire sauter avec Repurpose en anglais, ça coûte 0, vous jouez la carte Repurpose, je vais finir par retomber sur son nom en français, c'est pas grave, qui coûte 0 également, ce qui vous permet de redresser votre personnage et cette fois-ci d'attaquer, mais avec les griffes araignées, et faire un petit 6 de dégâts après avoir fait un petit 7 de défense. Donc l'un dans l'autre, rien que ça peut valoir le coup. Mais, ce qui me paraît surtout intéressant, c'est que c'est jouable sur n'importe quel personnage. Maximum 1 par personnage, ok, mais l'interruption, c'est quand le personnage attaché devrait prendre des dégâts, dépensez X ressources énergie et prévenez X de ses dommages. Ce qui signifie potentiellement que pour chaque ressource énergie que vous allez payer, vous évitez un dégât, quelle qu'en soit la provenance, un de vos personnages. Donc pour en fait une ressource énergétique, vous évitez de prendre des dégâts consécutifs pour la plupart des alliés. Ce n'est pas sans nous rappeler les alliés de Bishop qui avaient plus ou moins, je dis bien, le même pouvoir. Donc très très sympa. Autre chose qui me vient assez vite à l'esprit aussi, c'est cette carte-ci, tout simplement pour Iron Man. Vous vous retrouvez avec une carte tech qui coûte 0, qui lui permet quand même de se protéger. En plus, c'est une ressource, un type de ressource qu'il aime bien avoir dans son deck
puisque il a sa carte qui nécessite d'avoir beaucoup de ressources énergie pour faire de très gros dégâts. Le rayon désintégrateurs, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça s'inclut quand même au moins en un exemplaire très facilement dans son deck. Et qui plus est, si vous jouez ça sur son allié maître devient, son allié signature devient un peu moins mauvais, puisque pour une ressource énergétique, ou même pour 2 ressources énergétiques, vous faites un dégât à toute la table. Pour rappel, la plupart des cartes qui font comme ça un dégât à toute la table pour retirer tous les tenaces en un coup, comme celle de Ground Stomp, donc fracasser le sol, un truc comme ça, de She-Hulk, coûte déjà 2. Donc finalement ça revient moins cher de le faire comme ceci. Et la carte neutre qui permet de faire pareil coûte je crois 1 également, donc ça reviendrait au même coût global que l'effet ici avec l'allié maître, donc War Machine de... Voilà, bon ça ce sont des petites idées comme ça, mais ce qui est surtout intéressant c'est que c'est un tech, et que ce tech donc pour 0 va déjà augmenter la taille de main de Iron Man facilement, de 1, et en plus quand même lui permettre de se protéger en cas de coup dur, parce que le kéké au départ il a que 9 points de vie, tant qu'il n'a pas construit son armure il n'est pas très solide. Alors tout ceci nous amène aussi à une autre petite chose. Vous avez ici Spider-Man Otto Octavius qui rentre donc à nouveau fatalement dans les mécaniques Web Warrior que l'on a déjà vu. A priori comme ça il pourrait paraître pas super intéressant, parce que vous payez 2 pour avoir un allié qui n'a que 2 points de vie, qui va mourir tout de suite s'il attaque à 2, s'il utilise son attaque, puisqu'il y a 2 dégâts consécutifs. Par contre, sa réponse pourrait être intéressante, puisque après que vous ayez joué Spider-Man, donc Otto Octavius depuis votre main, redressez un upgrade, donc une amélioration que vous contrôlez, et si cette amélioration a le trait tech, piochez une carte. Potentiellement, ce que ça signifie, c'est que vous pouvez incliner la carte pour une énergie, donc la carte que l'on a vue précédemment, vous l'inclinez pour une énergie, vous allez prévenir un dégât de ce que vous allez prendre sur votre personnage, cette carte-ci est inclinée, ou l'incliner d'une autre manière quelconque qui permet d'avoir un effet, mais il faut qu'elle soit inclinée. Une fois incliné, vous allez pouvoir jouer ce Spider-Man en payant 2, ce qui va vous permettre de redresser le tech, de piocher une carte. Donc déjà c'est comme s'il ne vous avait plus coûté que 1, mais comme vous avez prévenu un dégât pour 1, en quelque sorte c'est comme si ça vous avait quand même encore coûté 2. Vous allez attaquer pour 2, il va mourir, et si vous avez la carte qui est évidemment parfaite pour jouer avec les Web Warriors, donc la toile de la vie et du destin, bien vous avez un Spider-Man, un Web Warrior qui quitte le jeu, vous piochez une carte. Donc, tout ça l'un dans l'autre, vous allez payer 3 au total pour soigner, pour prévenir un point de dégâts, et piocher 2 cartes. Donc en fait vous n'allez finalement payer que 1 et soigner un dégât, et remplacer 2 cartes dans votre main par 2 autres cartes. Ça fait tourner le deck beaucoup plus vite. Donc pour la mise en place, en fait, c'est intéressant. Surtout au début où justement on n'a pas encore les cartes d'amélioration qu'il nous faut pour se défendre comme un fou, etc. Bien, vous serez content quand même de prévenir un petit dégât à gauche, à droite. Si vous avez Spider-Man Otto Octavius dans votre main et que vous avez donc la carte de défense ici en jeu, eh bien vous savez que vous allez pouvoir payer 1 pour ensuite faire ce que je viens d'expliquer, et donc faire tourner votre deck beaucoup plus vite pour pas trop cher. On va dire ça comme ça. En plus, avec Silk, eh bien avec Silk, quand vous êtes en alter ego, et ça vous pouvez le faire également en alter ego, vous protégez ou protégez un autre. Qu'est-ce que j'allais dire? Hop, je quitte ici. Oui, pour rappel, elle a quand même un pouvoir qui est incroyablement fort. Défausser une carte qui est coincée en dessous d'elle pour piocher 2 cartes. Donc si à un moment donné vous utilisez trop de cartes lors de la défense, pour les défenses parfaites, pour ce que je viens de vous expliquer ici avec Otto Octavius, rien ne vous empêche de passer en alter ego, de défausser une carte qui est en dessous d'elle pour faire tout ce que je viens de dire. Et
vous faites vraiment tourner le deck à ce moment-là très vite. Donc pour la mise en place, il reste finalement intéressant malgré tout à jouer. Notre petit Auto-Octavius, alors qu'a priori, ça ne sautait pas aux yeux. Alors, la carte suivante qui a été dévoilée, c'est le Docteur Sinclair, qui a un très chouette dessin, je trouve. Ils ont vraiment fait une tête très sympathique. Et donc ça, c'est un soutien qui coûte 2, qui est évidemment unique, le Docteur Sinclair, qui est un personnage thérapiste. Je me demande si c'est pas la première fois qu'on voit ce mot-clé qui apparaît. Ce serait marrant que ça ait une utilité plus tard. Et qui a donc une action d'alter ego, incliner le Docteur Sinclair et dépenser une ressource mentale. Soigner des dégâts de votre alter ego égaux à votre recovery. Vous pouvez défausser une carte de statut également de votre identité. N'importe quel joueur peut déclencher cette compétence. Donc si vous êtes le joueur défenseur, vous jouez, enfin qui fait la défense, qui essaye de sauver tout le monde, vous jouez ce soutien et vous donnez l'opportunité à n'importe qui passe en alter ego d'avoir un recovery plus rapide grâce à une icône mentale. Alors déjà, la première chose que l'on voit, c'est que les joueurs qui jouent encore Hulk actuellement, et tant qu'il sera jouable, parce que pour rappel, avec le nouveau système de Legacy et Current, il serait de toute façon bientôt plus compris dans les mécaniques. Enfin, vous pourrez le jouer, mais l'équilibrage des mécaniques et des choses possibles ne sera plus pris en compte avec ces personnages-là. Donc voilà. Mais donc pour une ressource mentale, par exemple celle de son labo, s'il l'a mise en jeu, il a déjà un recovery de 2 en plus, donc il a un recovery de 6, il incline son labo, il récupère 6, ce qui lui permet d'attaquer ou se défendre, passer en alter ego, récupérer, et au tour suivant revenir en héros et taper sans perdre ce tempo. Donc lui il va bien aimer ce personnage-là, pour perdre beaucoup moins de tempo évidemment. Ça c'est déjà bien. Et le fait de défausser une carte de statut, évidemment, retirer une carte. Déjà le fait que l'on puisse défausser une carte de statut, c'est plus intelligent que défausser sans préciser. Comme ça a été le cas avec la carte que je vais vous montrer après en rappel. Puisqu'ici, si vous avez une carte d'état tenace, vous n'êtes pas obligé de l'enlever. Si le mais n'était pas précisé et que vous n'aviez qu'une carte d'état tenace, vous auriez dû la défausser, ce qui est quand même franchement très dommage. Alors, si on compare avec cette carte-ci, la Night Nurse, qui donc va bientôt sortir également, puisque dans mon souvenir, elle était avec Doctor Strange. C'est donc même une des premières cartes qui va sortir en fait qui va devenir Legacy. On voit qu'on payait moins cher, hein. On voit qu'on avait 3 compteurs, donc il ne faut pas payer pour l'utiliser. Il fallait également l'incliner, c'était une action aussi bien d'alter ego que de héros, donc celui qui l'avait joué pouvait la jouer à n'importe quel tour sans difficulté. Donc pour l'instant sur le papier, j'ai envie de dire qu'elle est un petit peu meilleure, parce que 1 pour 3 utilisations, ou 3 pour une utilisation de base, et pour chaque utilisation supplémentaire devoir payer 1, bon voilà, vous avez compris le principe. Par contre, elle ne soigne que de 1 héros. Donc il faut que ce soit un héros qui se fasse soigner. Attention que ça, on a très souvent fait l'erreur de soigner des alter ego. Et ensuite défausser une carte de statut de ce personnage. Donc vous n'avez pas le choix, s'il y en a une, même si c'est une carte tenace, vous devez l'enlever. Donc l'un dans l'autre, le coût sera plus important, mais l'effet bien meilleur avec le docteur Sinclair qu'avec notre cher Night Nurse, qui pourtant était auto-inclus dans énormément de decks. Pour le reste, on voit que c'est un soutien, on a la même icône mentale, donc voilà. Et alors pour rappel, on a quand même cet événement qui coûte 2, qui s'appelle Récupération, qui en plus a été, je crois, réédité avec un nouveau skin il n'y a pas longtemps, et qui pourtant n'est pas terrible, qui est une action d'alter ego, qui était donc soigner un nombre de dégâts de votre alter ego égal à votre recovery. C'eût été probablement mieux, vu le coût de la carte, un texte du genre soigner un nombre de dégâts de votre identité égal au recovery
sur votre alter ego. Ce qui aurait permis de la jouer, que ce soit en héros ou en alter ego, tout en se soignant. Bon, ils n'ont pas voulu le faire comme ça. Ah bah donc on voit qu'ici pour 2, on a cet effet-ci. Or avec le nouveau personnage en protection, ici le nouveau soutien plutôt, qui quand même qui a le trait personnage malgré tout, bon bah on a le même coup pour le mettre en jeu. Et ensuite, on peut soigner en payant 1. Attention pour rappeler également que nous avions la carte que je n'ai pas sortie, mais équipe médicale du Shield, qui elle coûtait 3 pour être mise en jeu, qui vient avec 3 compteurs, et qui permet également de soigner de 2, donc moins que la plupart des recoveries, et qui ne pouvait le faire que 3 fois et qui coûtait plus cher. Donc ici déjà, à la première utilisation, c'est le même prix, puisque c'est 2 plus 1, ça fait 3. Vous allez pouvoir soigner de la rec, donc c'est déjà meilleur. Par contre, les 2 utilisations suivantes, vous allez devoir suppléer, mais par contre, n'importe quel héros, enfin quel alter ego peut le jouer. Donc ça, c'est beaucoup mieux, puisque vous alliez soigner les autres en inclinant également et en retirant un compteur. Ils vont pouvoir payer pour se soigner eux-mêmes. Donc l'effet dans le temps est bien meilleur, même si le coût au départ semble plus ou moins similaire. Évidemment, effet en plus ici, la carte de statut qui permet de gagner un tempo quand même phénoménal, ce que ne faisait pas l'équipe médicale. Par contre, l'équipe médicale vous permettait de maintenir en vie des alliés, ce que ne fait pas cette carte-ci. Donc on voit qu'on a toujours des déclinaisons de cartes qui sont plus ou moins similaires, mais qui restent dans le même archétype, hein, donc défense ou attaque ou autre. Ici, on sent que c'est plus ou moins la même façon de le jouer, mais avec des possibilités légèrement différentes, ce qui fait la richesse de ce genre de jeu, du moins jusqu'ici. Alors, carte suivante. Ready for a fight, prêt pour la bagarre. Une amélioration qui coûte 1, qui a le trait préparation, donc ça c'est très très sympa, qui a une icône physique, mais qui requiert une icône physique pour être jouée. Donc on ne peut déjà pas la jouer à 0, puisqu'il faut au moins une icône physique dépensée lorsque l'on la joue. Maximum 1 par joueur, et il y a une interruption, donc aussi bien alter ego qu'en héros. Quand un ennemi devrait manigancer, défausser cette carte donc à la place et changer, passer en forme de héros, et cet ennemi vous attaque à la place. Donc en gros, c'est boum, cette carte-ci, Armor Up, qui était donc livrée dans le set de Colossus, qui en gros permettait, pour un événement qui coûtait 0, qui permettait de repasser en héros. Donc il faisait exactement la même chose, ce qui permet évidemment fortement d'éviter de perdre à la menace, surtout si vous jouez attaque ou défense et que vous avez besoin d'aller vite reprendre des points de vie parce que niveau tempo le vilain l'emporte sur vous. Vous avez cette carte là en main quand vous êtes Colossus, vous vous sentez plus à l'aise pour aller le faire, sauf qu'ici n'importe quel joueur peut le faire beaucoup plus facilement. Une fois que cette carte est en jeu, je dis oh, bon bah là je peux récupérer, de toute façon même s'il manigance, et finalement il m'attaquera. Donc voilà, donc de nouveau dans l'archétype défense parfaite, c'est giga fort, et comme c'est une interruption, ça peut être joué avec, donc ce n'est pas quand, enfin c'est quand l'ennemi justement manigance, donc on peut très bien défendre pour nous-mêmes, et puis défendre une deuxième fois pour un personnage qui est passé en alter ego, donc lui permettre d'aller récupérer des points de vie. Il dit t'inquiète pas, ça c'est en jeu, va récupérer, il manigancera pas, je prendrai l'attaque à la place. Ce qui n'est pas sans nous rappeler Planque-toi derrière moi du corset. Enfin, c'est pas Planque-toi derrière moi, mais c'était avec le dessin avec Miss Marvel. Restez derrière moi, je pense, un truc comme ça, qui permettait de faire la même chose. Sauf que le fait que ce soit une préparation, évidemment, c'est giga fort, parce que vous payez que 1 pour la mettre en jeu, et ensuite vous pouvez la sortir au bon moment, et évidemment, en plus avec les personnages comme Nick Fury ou Black Widow, c'est giga fort. Surtout que pour rappel, avec Black Widow, vous allez d'abord passer en héros, puis vous allez vous défendre.
Pour peu que vous ayez le costume, vous allez vous défendre à +1. En plus, vous avez trigger, une préparation, mais vous êtes en forme de héros, donc vous allez quand même pouvoir faire le petit 1 de dégâts en plus. Avec Black Widow, c'est la carte qui permet de passer, de commencer à se dire qu'on va peut-être plus jouer en défense que pour changer que en principalement justice, comme ça fonctionnait vraiment beaucoup avec elle. Alors, carte suivante. Ne vous en faites pas, je suis un peu lent, mais on arrive tout doucement au bout. La carte suivante, Madame Web, pour ceux qui ont vu le film, moi j'ai bien aimé, du Sonyverse, qui pour une fois dépeignait vraiment bien le personnage des comics, je trouve. Donc alias Julia Carpenter, Madame qui est aveugle, mais qui comme tout simplement elle voit le futur, en gros c'est comme si elle avait une bien meilleure vue que tout le monde, malgré qu'elle est aveugle. Donc un allié neutre qui coûte 3, qui a de 2 contre, 1 d'attaque, à chaque fois pour 1 point de dégâts conséquentiel, qui a 2 points de vie, ça paraît un peu faible, qui a le trait Web Warrior, une icône mentale, jusque-là un peu faiblarde, mais qui a une réponse après que Madame Web entre en jeu. Donc ça c'est de nouveau hyper fort, puisque d'où qu'elle soit jouée, ou même si elle n'a pas été jouée, elle rentre en jeu, vous pouvez déclencher son effet. Regardez les top X cartes, donc les X cartes du haut du deck de rencontre, où X est le nombre de Web Warrior en jeu. Alors ça, le fait qu'elle soit neutre, vous la jouez en défense ou en justice avec un deck orienté mécanique Web Warrior actuellement, ça fait vachement le café, parce qu'il y a potentiellement moyen d'aller regarder les 6-7 cartes assez facilement du deck de rencontre. Enfin, je dis peut-être des bêtises, mais votre personnage principal. Ouais, ça dépend si vous faites en sorte que vous puissiez mettre plus d'alliés en jeu, mais je pense qu'il y a moyen d'en mettre au moins 4 actuellement, plus la toile de la vie du destin, plus votre personnage. Vous êtes donc à 6, eh bien vous pouvez aller regarder les 6 cartes du haut du deck de rencontre, en défausser une, et remettre les autres dans n'importe quel ordre, ce qui est d'une violence. Quand vous jouez en solo, c'est potentiellement les 2 à 3 prochains tours où vous savez déjà comment ça va se passer. Donc zéro hasard dans les 3 prochains tours, c'est excessivement fort pour un coup de 3 et pour un personnage Web Warrior qui permet de trigger justement encore plein d'autres effets Web Warrior sur le côté. Malgré tout, quand même, un contre de 2, ça reste très bon pour un personnage neutre, même si ce n'est utilisable que 2 fois. Et en plus, 2 points de vie, finalement, ça pourrait être un défaut qui est un avantage, parce qu'elle va mourir plus vite, et en mourant plus vite, elle va vous permettre, justement via la toile de la vie et du destin, de piocher des cartes, comme d'habitude, mais aussi grâce à cette carte-ci, dont je n'ai pas encore reparlé, à travers le Spider-Verse, eh bien, tout simplement de la rejouer beaucoup plus vite de la défausse, ce qui est monstrueux, puisque quand vous allez la rejouer de la défausse, vous allez à nouveau pouvoir faire l'effet. Surtout que là, vous êtes sûr d'avoir le nombre maximum de Web Warrior en jeu si vous jouez bien, puisque vous allez d'abord aller chercher d'autres Web Warrior, les mettre en jeu, recommencer l'effet et terminer par elle dès que vous n'avez plus de ressources en suffisance pour faire plus. Et donc vous allez de nouveau aller sonder le deck de rencontre avec de quoi gérer les 2 ou 3 prochains tours. Et en plus, le dessin est de nouveau l'art. Je le trouve magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Mais c'est déjà un personnage que j'aime beaucoup dans la BD, dans les comics, donc ça joue peut-être un petit peu aussi sur mon engouement. Alors, on continue. Eh bien, c'est la dernière carte de joueur qui a été présentée. Et évidemment, c'est la carte de Team Up entre Cindy Moon et Peter Parker. Donc c'est un événement qui coûte 2, investigation ou journalisme d'investigation plutôt, événement, le trait compétence, carte de team up donc entre Cindy Moon et Peter Parker, maximum une par deck comme d'habitude, et c'est une action d'alter ego, où on voit que les deux par contre doivent être en alter ego, donc ça c'est un petit peu chaud. Quand un ennemi devrait manigancer, canceller cette activation, donc contrer cette activation,
et désorienter l'ennemi. Donc potentiellement, si vous jouez avec les deux personnages, vous vous mettez tous les deux en alter ego. Si un des deux possède cette carte dans sa main, on sait qu'au prochain tour, on va tout d'abord annuler une activation et ensuite annuler finalement la deuxième activation également, à moins qu'il ait le trait steady ou stalfort, robuste ou je ne sais plus, j'ai oublié, mais donc celui qui fait qu'il ne peut pas. Là, fatalement, ça fonctionnera qu'une fois. Mais sinon, vous compterez en fait deux manigances du vilain pour un coût de 2, donc un coût réel de 3 d'un seul des deux joueurs, et ça vous a permis d'aller en alter ego tous les deux, récupérer, faire vos actions d'alter ego. Connaissant les actions possibles d'alter ego de Peter Parker avec les petits biscuits de Tante May qui en gros lui permet de se remettre à 100% PV, ou ce qu'on peut faire ici avec Jonah Jameson, et tout simplement l'effet natif de Cindy Moon qui permet de piocher 2 cartes. Ça ne me paraît pas dégueulasse quand on joue effectivement avec les deux personnages héros sur table. Sinon, pour rappel, il y a déjà eu une inclinaison, mais c'est la seule, de Silk en allié, mais elle ne coûte que 2. Bon, maintenant il faut contrôler un autre personnage au warrior pour pouvoir faire son effet. Et sinon, c'est un personnage qui ne coûte que 2 pour 2 PV, 1 d'attaque, 1 de contre. Ça, c'est quand même relativement bof. Donc, si vous jouez avec Peter Parker seul en solo et que cette carte de team-up avec lui pour l'instant n'est pas loin d'être inutilisable, je trouve. Par contre, si vous jouez en solo avec Cindy Moon, clairement Spider-Man Peter Parker ici, c'est un peu un allié signature déguisée, puisque voilà, vous avez la carte de team-up et c'est un personnage que vous avez envie d'aller chercher, de remettre en jeu régulièrement pour pouvoir utiliser son effet ici, qui est que quand il a lui-même contré ou attaqué, vous pouvez choisir un autre warrior et le redresser. Lui, vous avez vraiment envie de l'avoir en jeu et de le garder. Lui, vous faites tout pour qu'il ne meure pas. Ce qui, du coup, va rendre le nouveau Scarlet Spider. Je ne sais pas si vous imaginez un peu ici le shenanigans, mais Scarlet Spider ici, vous l'utilisez, vous mettez le dégât sur lui à la place. Votre Peter Parker va rester ad vitam, jusqu'au moment où vous voyez que vous avez la carte qui permet d'aller rechercher donc Into the Spider-Verse des Web Warriors dans votre deck, dans votre défausse. Plutôt à ce moment-là, vous faites un bon bloc avec lui comme il faut pour qu'il soit dans la défausse, vous le rejouez, les nouveaux full PV, et vous êtes reparti. Ce qui vous donne potentiellement l'occasion de vous défendre avec Cindy Moon à chaque tour contre le vilain, avec 4 cartes du set vilain coincées en dessous de lui, donc une défense de 7. Vous attaquez ou vous contrez avec Peter Parker, avec Spider-Man, vous redressez Cindy Moon et vous faites une attaque cette fois-ci à 6, et qui a perçant en plus. Donc il y a moyen de faire des petites choses assez fun. Maintenant, si vous ne voulez pas jouer l'archétype donc Spider Warrior, il y a possibilité également de jouer avec ce Spider-Man-ci, Peter Parker également. Cette fois-ci, celui qui a le trait Avenger et qui permet en gros, surtout en solo, de vider une manigance annexe quasi d'office, puisque 3 par joueur de la manigance annexe retirée au moment où il arrive en réponse, c'est quand même assez fort. Et ça permet du coup de retomber sur cet archétype-ci avec investigateur chevronné, avec tout ce qui vous fait des gains ce qui occasionne des gains supplémentaires quand donc vous finissez des manigances annexes, je vais y arriver, et ce qui nous renvoie aussi avec J. Jonah Jameson ici, qui permet de facilement y arriver, ce qui aide quand même grandement, plus cette manigance-ci que vous pouvez rendre récursive en repassant régulièrement en alter ego, en allant la chercher avec J. Jonah Jameson, en la plaçant en jeu. Donc il y a moyen de s'amuser avec ça aussi. Donc en justice, personnellement, ou en défense, comme elle arrive d'ailleurs avec le deck précaution en défense, je pense que ce personnage peut être vraiment
hyper jouissif à jouer. Rien que cette carte-ci, donc le Spider Claws, permet de la jouer en attaque de façon, en rush de façon très très agressive, puisqu'il suffit de rajouter une ou deux armes, de quoi aller rechercher les armes, de quoi bénéficier des armes également. Malgré tout, on va quand même pouvoir utiliser les Eidetic Memories et le Spider Reflexes en rajoutant tout simplement notre Peter Parker ici pour pouvoir Sun Tap, se redresser, donc après avoir défendu à 7 et de nouveau attaquer à 8. Il y a moyen de faire vraiment un rush où on prend l'ascendant très vite sur le vilain en perdant tout simplement beaucoup moins de points de vie que lui. Donc ces trois archétypes, enfin les deux premiers archétypes, donc de vider des manigances annexes, l'archétype défense parfaite, le rush arme, weapon, sont trois archétypes avec elles qui me paraissent très sympas à jouer, très fort. Et ensuite, j'ai envie de dire en commandement, bah là de toute façon à peu près tout peut être bon au commandement, puisqu'il y a moyen de faire en sorte que en gros ce soit les alliés qui fassent tout le boulot et que votre héros ne fasse que ce qu'il sait bien faire au moment où il a les bonnes cartes en main. Donc là, ça c'est pas vraiment un archétype en particulier, mais voilà. Ça c'était donc pour la dernière carte joueur qui avait été livrée, qui va être livrée et qui a été dévoilée avec Cindy Moon. Je voulais juste encore faire une dernière aparté avec le bouclier énergétique et vous rappeler qu'on a cette carte-ci, justement, puisque je parlais du commandement. Amélioration qui coûtait 0, qui ne pouvait être joué que sur un X-Force ou un X-Men, et allié en plus, et qui avait comme réponse, après que l'allié attaché ait vaincu un minion ou un sbire, donc une manigance annexe, défaussez une carte de votre main, ce qui revient à payer 1, soigner un dégât du personnage attaché. Pour chaque ressource qui sont sur cette carte. Bien, moi je trouve que si on compare les deux, alors celle-ci est 10 000 fois meilleure. Vous allez me dire, elle est en défense, donc c'est normal. L'autre n'est là que pour maintenir, elle est en commandement, donc elle n'est là que pour maintenir un allié un petit peu plus longtemps sur table et l'utiliser au mieux. Et ici, c'est vraiment dans un archétype beaucoup plus de défense, de soins, clairement, qui peut servir aussi bien pour les héros que pour les alliés, certes, mais ça coûte 0, ça peut être joué sur n'importe quoi, clairement, donc c'est beaucoup moins limité déjà de ce point de vue-là. Le traité qui a beaucoup plus d'interactions possibles, et ensuite l'interruption quand un personnage devrait prendre un dégât d'où qu'il vienne, donc pas juste quand il a vaincu une manigance annexe ou un sbire, pas nécessaire de vaincre, juste de prendre un dégât, vous payez une ressource, qui ici doit être une ressource énergie. Donc c'est la seule différence, parce que l'autre, finalement, vous allez défausser des cartes, et vous allez soigner un par ressource imprimée sur ces cartes. Ici, toute carte que vous allez utiliser avec, donc vous allez défausser également, mais pour utiliser comme ressource, et qui a une icône ici énergie va fonctionner, mais vous pouvez également utiliser vos soutiens ou même améliorations qui ont également qui vous procurent également de la ressource. Donc pour moi celle-ci est 5-6 crans au-dessus. Alors on va ensuite passer aux quelques cartes dévoilées du set de manigance manigance annexe. Qu'est-ce que je raconte moi, enfin du set alternatif, je tombe plus sur le nom exact, mais donc de nouveau un Thunderbolt, ici avec Atlas, qui va donc pouvoir être utilisé avec le set Thunderbolt de la boîte Agent du Shield. Et on se retrouve avec un personnage sbire, donc il y a 0 de contre, 3 d'attaque, qui est élite, qui est donc Thunderbolt fatalement, qui a 18 points de vie, le Strum, il est plus fort que nombre de vilains de base. Le Trevilenus, bien évidemment, puisque c'est un bras droit du boss, donc il est vraiment designé dans ce sens-là. Une fois vaincu, il a quand même un Victory One, donc il va dans la pile de défausse. Pour rappel, ça veut dire que vous ne pourrez pas le coincer en dessous de Silk.
même si ici je vois pas trop l'intérêt, puisqu'il vaut mieux qu'il aille dans la pile de victoire lui. Et Atlas va gagner 2 points de vie pour chaque jeton Growth, donc Growth, c'est pas poussé, mais c'est une... Allez, je ne plus sur le mot exact. Augmentation, je ne sais pas le terme exact, mais comme quand on parle des plantes qui growth, elles évoluent, elles grandissent, elles poussent. C'est plus ou moins cette traduction-là. C'est croissance, voilà. Pour chaque jeton de croissance qu'il a sur lui. Et alors en réponse forcée, après que le vilain, la phase du vilain se termine, placez un jeton de croissance sur Atlas. Donc à chaque phase de fin du vilain, le monsieur il prend un compteur et donc 2 points de vie supplémentaires. Donc déjà, si vous le chopez pendant la phase de rencontre, ben en gros la phase de rencontre se termine quand il est présent, ça se déclenche, en fait il est déjà à 20. Le coco. Alors comme ça a encore l'air, ouais, bon, on peut aller en alter ego, comme ça, on n'a pas trop mal, on revient, on le frappe. Et, en gros, il faut quand même des bonnes grosses cartes d'attaque pour en venir vite à bout quand on est en héros. Et quand on voit la carte suivante qui nous met gentiment avec, qui est juste une crasse innommable, donc croissance invulnérable, une fois révélée, placez une menace ici pour chaque compteur de croissance sur Atlas. Donc si ça fait un moment qu'on essaye de le gérer, qu'on n'y arrive pas, qu'il y en a 2, 3, ben ça arrive déjà avec 5 plus 2 ou 3. Ok, cool, vas-y pour l'enlever. Une petite icône qui empêche de retirer de la menace de la manigance principale, donc déjà ça aussi, voilà. Mais de toute façon, vous allez voir que quand elle arrive en jeu, vous allez être incroyablement pressé de l'enlever. Pourquoi? Parce que si Atlas a 10 ou plus compteur de menaces sur lui, les joueurs perdent la partie. Ok. Dans le genre game over, ça peut être pas mal. Ça. Vous vous retrouvez avec un Atlas qui arrive et qui est difficile à gérer. Il va se prendre quelques compteurs sur lui. Et puis subitement, ceci arrive. Et en gros, bah, ça va être la course contre la montre parce que vous allez avoir un personnage qui a énormément de points de vie et qu'il va falloir essayer de one-shooter le plus vite possible. Mais à côté de ça, il faut contrer ici. Contre qui va augmenter méchamment aussi. Donc vous avez perdu du temps à contrer ici, ce qui va lui donner du temps à lui pour rester en vie, pour remettre des compteurs de croissance sur lui. Si vous arrivez à 10, vous avez perdu. Et dans le même laps de temps, vous ne savez pas toucher à la manigance principale. C'est quand même... Enfin là, en termes de difficulté, j'ai l'impression d'avoir un Dark Phoenix bis. Si vous jouez avec Phoenix contre celui-là et que vous sortez les deux en même temps, je pense que vous pouvez gentiment remélanger le deck et recommencer. Ça va être compliqué, vous n'y arriverez pas, quoi. Surtout qu'en plus il se complète parce que l'un va vous attaquer fort, l'autre va contrer fort sur sa manigance. Donc le Dark Phoenix va contrer sur sa propre manigance et s'il arrive à 12, vous avez perdu. Et dans le même temps, il faut contrer ici pour ne pas perdre la manigance principale. Et dans le même temps, il faut réussir à lui faire du dégât. Enfin, je vous laisse imaginer l'imbroglio assez fun que ça peut donner. Et si ce n'était pas suffisant, croître de façon costaud, ou croissance costaude, ou vous traduisez ça comme vous voulez, qui était une trahison, une traîtrise, pardon. Une fois révélé, trouvez Atlas et révélez-le. Donc pour rappel, trouver Atlas, ça veut dire où qu'il soit, hein, même dans la pile, si je ne dis pas de bêtises, même dans la pile de victoire, vous le trouvez, ou même... Hein, quoique, parce que les cartes qui sont coincées en dessous, faudrait que j'aille revoir le trouver, parce que si ça se trouve, trouver, c'est uniquement en jeu. Et les cartes coincées en dessous de seal, donc les cartes qui sont tucked, comme ils disent en anglais, ne sont pas considérées comme étant en jeu. Et les cartes dans la pile de victoire, me semble-t-il, ne sont pas considérées comme étant en jeu également. Donc dès lors, s'il a déjà été vaincu une fois, on ne peut pas aller le retrouver. Et s'il est déjà en jeu, il vous engage. Et ensuite, Atlas s'active contre vous. Si aucun ennemi ne s'est activé de cette façon, cette carte gagne Search, donc renfort. Ce qui me laisse supposer qu'effectivement, donc, il y a moyen
de ne pas aller le chercher. Donc voilà. Mais bon, imaginez que vous ayez cette carte-ci. Vous avez déjà envie de vous en débarrasser. Et puis vous allez gentiment rechercher au moyen de cette carte-ci. Vous allez le chercher, le mettre en jeu et vous vous retrouvez avec un truc de 18 points de vie qui a le très vilainous, qui va gagner des points de vie supplémentaires tout en mettant des compteurs sur lui, donc de plus en plus difficile de s'en débarrasser vite. Alors que si vous ne voulez pas perdre la manigance principale, il vous faut d'abord vider ceci. Tout ça va nous amener à des situations où ce sera game over parce qu'il y aura trop de choses à gérer en même temps et que ça va être vraiment compliqué. Voilà qui nous amène. Donc ça c'était la dernière carte révélée de superbes alt ici, art, qui sont très certainement, qui est très certainement celle qu'on va voir avec le mini poster qu'on nous vend systématiquement à chaque fois avec. Donc voilà, j'ai un petit peu fait le tour. Pour rappel, ça sort en avril, donc en même temps que je dirais 1000 fois. Allez, comment ça s'appelle encore, Black Panther. Donc cycle 9, paf, que vous pouvez voir ici, sortira donc en avril 2025 également. Ce qui nous fait bel et bien penser qu'on va de nouveau avoir un cycle de 2 cartes par 2 mois. Donc mai-juin. En juin, on aura très certainement les 2 suivants qui normalement sont Falcon et le Soldat de l'hiver. Et donc en juillet, août, probablement en septembre, nous aurons enfin la boîte Deluxe avec, comme l'attendent depuis très longtemps nombre de personnes, les Fantastic Four qui va en gros sortir quasi en même temps que le film, ce qui est vraiment un coup marketing assez génial. Et puis j'ai hâte de mettre la main dessus et de les découvrir également aussi, donc voilà. Et donc effectivement, le petit leak que l'on avait eu précédemment avec les différents personnages qui devaient sortir en 2025, si on en a effectivement 2 par mois, tous les 2 mois, donc en gros une sortie par mois, si on fait la moyenne, eh bien je pense qu'on va y arriver, ce leak, on va avoir toute cette vague, donc beaucoup de nouveaux personnages, de nouveaux qui vont sortir à la filée, donc beaucoup plus de matériel aussi, pour vous faire des petites vidéos sur YouTube. Et voilà les amis, voilà qui termine donc cette preview, cette analyse de preview donc du personnage Silk Cindy Moon qui sort donc en avril et que j'attends impatiemment. A plus les amis.